Hello everyone, welcome dans cette nouvelle et toute première vidéo. Je voulais vraiment que la première vidéo de ma chaîne, ce soit un Q&A. Comme ça, on apprend à se connaître, on pose les bases et ensuite, on peut continuer avec des petits vlogs de ma life et répondre à plein d'autres sujets. J'ai la chance d'être sur le canapé des podcasteurs. Vraiment, on ne peut pas rêver mieux. La régalade. J'ai reçu plein de messages depuis que j'ai commencé à poster des vidéos sur Insta, TikTok, depuis que je suis même stand-upeuse. Donc l'idée, c'est un peu de répondre à vos questions et de me présenter en même temps. Donc j'ai reçu pas mal de questions sur Insta, mais il y en a d'autres qui sont aussi en commentaire. Donc là, l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions que j'ai reçues, notamment sur les côtelettes. Donc pour préparer ma FAQ, j'avais mis une story et du coup, j'ai recensé pas mal de questions. Oh my god. J'ai une question, c'est: tu es mariée à un Indien? Trop drôle. Une des premières questions qui revient, c'est où est-ce qu'on peut te voir en spectacle? Donc, normalement, ça c'est affiché sur tous mes réseaux sociaux. J'ai toujours un lien billet réduc. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai un spectacle avant d'être une fille drôle sur les réseaux. J'étais humoriste, donc je faisais du stand-up en parallèle de mes études et de mon travail. Et là, du coup, je monte sur scène, je me produis. En gros, je fais le rodage de mon premier spectacle, ce qui veut dire que là, je le joue dans un petit théâtre, le temps qu'il soit parfait, et ensuite, on ira le proposer à des plus grands théâtres. Mais donc, pour l'instant, je joue à la Petite Loge tous les samedis à 19h30. Deuxième question qui revient souvent, tu as fait quelles études? Alors, moi, je suis une meuf d'école de commerce. Et oui, visiblement, on confirme les clichés. Moi, j'ai un parcours que j'aimerais vous détailler un peu plus dans une autre vidéo, peut-être un peu plus écrite et dédiée. J'ai fait une licence en économie-gestion. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer une prestigieuse école de commerce qui s'appelle le SCP, grâce à laquelle j'ai rencontré plein de gens, dont ceux qui m'ont lancé dans le stand-up. Et j'ai continué en finance, voilà. La question à 1 million d'euros, t'es smaigria ou pas du coup? On comprend rien avec tes 1001 personnalités. Les amis, plot twist, de malade, spoiler alert. Les gars, je ne suis pas Kinemini et je pense pas que je sois smaigria non plus. Voilà. Je suis un peu en entre-deux, mais pour avoir la réponse à cette question, en vrai, il faut venir au spectacle parce que c'est là où j'explique un peu mon enfance. Mais donc, je pense que je me considère ni smaigria, ni Kilimini. Je suis une MRE, marocaine résidente à l'étranger, et je suis française aussi. Donc voilà, franco-marocaine. Et pour comprendre à quelle catégorie j'appartiens, il faut vraiment apprendre à me connaître au spectacle. Plutôt panenka ou pancake? Allez vous faire voir. Comment tu fais pour assumer le passage d'un CDI à spectacle? Alors, pour ceux qui voient pas un peu mon parcours, j'ai quitté la finance pour poursuivre une carrière d'humoriste comédienne. Donc forcément, j'ai lâché une stabilité, un prestige, un poste qui était assez confortable, certes exigeant, mais voilà, j'ai pris la décision de me concentrer à 100% sur mon activité artistique. Donc forcément, il y a son lot de regrets, d'inconvénients qui vient avec, mais je dirais que c'était une décision qui n'a pas été faite au hasard. J'ai hésité pendant très longtemps, vraiment ça m'a occupée toutes les nuits, tous mes jours. C'était horrible. J'étais à 2 doigts de signer un CDI avec l'entreprise dans laquelle je faisais mon alternance. J'ai du coup beaucoup hésité avant la fin de mon alternance à dire justement si je voulais ou pas rester. Et il s'avère que j'ai décidé de ne pas rester pour une raison simple, c'est que déjà j'avais pas les moyens de m'investir correctement pour vraiment être compétente une fois salariée, parce que je savais qu'en fait c'était pas ce que je voulais faire. Je faisais bien mon travail, mais je le faisais pas en essayant d'être la meilleure. Je vais pas rester dans un endroit si je sais que je veux pas être à fond. Donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai du coup la chance d'avoir un chômage grâce à mon alternance, qui fait qu'aujourd'hui j'ai un semblant de revenu qui tombe chaque mois, mais c'est pas assez pour vivre, et ça, je pense que ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo, ou d'une vidéo en tout cas plus dédiée. Oui, pour ce qui est de la pression familiale, parce que je pense que c'est le truc qui a le plus joué dans la décision de quitter le salariat, le CDI, la finance pour le milieu artistique. En vrai, mes parents ont eu des réactions assez différentes. Ma mère, elle est plutôt dans le soutien, c'est-à-dire qu'elle elle m'encourage et tout, mais elle est quand même très inquiète, et c'est le genre de daronne qui va me répéter un jour sur deux t'es sûre que tu vas pas trouver un travail? T'es sûre que tu vas pas trouver un travail? Mais en même temps, qui est très contente quand j'invite à de beaux événements, quand elle voit que voilà, j'évolue dans mon travail. Mon père, en revanche, disons que c'est quelqu'un d'un peu plus pragmatique, qui lui va vraiment vouloir que ses enfants aient un avenir bien tracé, une stabilité professionnelle, familiale, émotionnelle. Pour lui, c'est trop de risques, et je le comprends à 100%. Et donc, il y a un peu ce conflit entre
ce que mon père imagine pour moi et ce que moi je veux. Donc ça, c'était pas facile à gérer, c'est toujours pas facile à gérer, mais on espère juste que le travail porte ses fruits et qu'ensuite, plus personne n'ait son mot à dire. J'ai perdu mes questions. Prochaine question, c'est quand qu'on revoit des vidéos de Rita et Rally, leur relation toxique me manque. Figurez-vous que ils sont en break, donc c'est pas facile de les réunir pour vous divertir. Mais si vraiment ça vous plaît et qu'en commentaire vous me faites savoir que vous kiffez, d'ailleurs là n'hésitez pas à me le dire, dites-moi quel personnage vous préférez, quel personnage vraiment vous souhaitez connaître davantage et j'hésiterai pas à vous faire plusieurs suites parce qu'en fait quand je fais des vidéos réel héritage j'ai l'impression que c'est assez mitigé, t'as des gens qui vraiment en ont marre de les voir, t'en as d'autres qui sont hyper friands de leurs aventures, donc à vous de me dire. Tu faisais quoi exactement comme finance? M&A, point d'interrogation. Alors, et cette même personne m'a posé une deuxième question. Pourquoi tu avais choisi de faire de la finance? Alors, j'ai choisi de faire de la finance à la base parce que pour moi, c'était le meilleur moyen d'avoir un CV en béton. En fait, en école de commerce, t'apprends vite qu'il y a deux types de personnes. T'as les gens hyper carriéristes qui visent le conseil en strat et la banque d'investissement. Et t'as l'autre côté, les gens, entre guillemets, qui ont des ambitions simples. Et je n'adhère pas du tout à ces propos. C'est un cliché, c'est des trucs hyper réducteurs qu'on nous inculque en école de commerce, pas le corps professoral, mais vraiment c'est l'environnement, quoi. C'est LinkedIn, les camarades, les potes en stage. Et donc j'ai l'impression qu'il y avait deux teams. Il y avait la team RH, marketing, industrie créative, les trucs un peu moins prestigieux, entre gros guillemets bien sûr. Et deuxième groupe, c'était vraiment soit finance de marché, soit banque d'investissement, soit conseil en strat, BCG, McKinsey. Et moi, j'ai été un peu poussée vers le deuxième groupe, du coup le plus prestigieux entre guillemets, parce que je me disais en vrai pourquoi pas moi, je suis dans une école prestigieuse, je sais que je veux pas faire ça de ma vie, mais je sais que ça ouvre énormément de portes. Et je pense que j'avais aussi besoin de challenge intellectuel et de me dire que le truc qui me faisait peur et qui était difficile, j'allais le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un premier stage en VC, donc en venture capital à la BPI, la Banque publique d'investissement en France. J'ai trop kiffé mon expérience parce qu'en plus j'étais axée investissement africain et vous verrez que ça a été quand même un déclencheur de plein d'autres expériences par la suite. Faut savoir que moi j'ai fait beaucoup d'associatifs avant. Genre j'ai voyagé en Haïti, j'ai voyagé en Inde, au Sénégal, grâce à une association qui s'appelle Yes Academia et dont je suis membre depuis que j'ai 16 ans. La finance, je la voyais comme un moyen d'allier ces engagements et un métier exigeant, challengeant, bref, tout le baratin qu'on vous vend quand on recrute en finance. Et par la suite, j'ai décidé d'intégrer une start-up en stage, expérience qui s'est très très mal passée. Pour le coup, là, c'était plus du tout de la finance, c'était vraiment de la strat operations dans une start-up horrible. Genre, ça reste à ce jour, je pense, une de mes pires expériences de vie et la pire expérience professionnelle, je pense, pour des raisons de harcèlement par le manager. D'ailleurs, Quentin, si tu passes par là, je t'emmerde. Voilà, sorry. Donc ça s'est super mal passé parce que le manager était toxique, les équipes étaient hypocrites et je pense que j'étais à un moment de ma vie où j'avais pas les épaules pour subir tout ça, que j'ai préféré mettre fin au stage même si c'est plutôt eux qui m'ont poussé vers la sortie. Donc voilà, j'ai fait un stage de 3 mois avec eux qui était censé durer 6 mois et pendant toute cette période je commençais le stand-up. Voilà, nota bene, je commençais le stand-up pile à ce moment-là, donc c'était hyper dur mentalement. J'ai décidé de prendre une pause, donc d'allonger ma césure parce que j'étais pas du tout satisfaite de mon année de césure. J'ai donc commencé à bosser en tant que prof dans une prépa pour les admissions parallèles et les écoles de commerce. Donc j'étais prof, voilà, ça se passait bien, je faisais du stand-up à côté, j'essayais un peu de me remettre du choc émotionnel que m'a provoqué l'expérience en start-up. Et à la rentrée, j'ai eu la chance d'intégrer du coup un stage en private equity, toujours axé Afrique, avec une équipe incroyable. Vraiment, si vous passez par là, je vous aime. C'était incroyable. J'ai appris tellement de choses et ça s'est super bien passé. J'avais un très bon équilibre de vie, même si je faisais du PE. J'avais le temps de jouer le soir sur des plateaux de stand-up et surtout j'étais hyper bien entourée. Vraiment, j'ai adoré chacun de mes collègues, chacun des managers. Vraiment, tout le monde était adorable et en comparaison avec mon ancienne expérience, ça a vraiment dénoté. À la suite de ce stage, donc j'étais à 1 an et demi de césure, j'ai décidé de continuer à être prof et j'étais prof/recruteuse dans une école privée de BTS. C'était hyper cardio mais j'ai adoré et à la rentrée, donc 2024, j'ai repris mes études, donc mon master 2, toujours à l'ESCP, avec une spé qui n'a rien à voir avec la finance. J'ai fait une spé en management de la culture et des médias. Ouais. Donc management, culture, industrie créative et médias. J'ai
adoré cette spé, c'était trop trop bien, c'était limite un déclic parce que j'étais enfin avec des gens qui me ressemblaient, mais qui avaient le même parcours que moi. Donc des gens qui ont fait prépa, qui ont intégré une école très prestigieuse et malgré tout, qui voulaient pas forcément faire ou du conseil ou de la finance. Et c'était hyper stimulant. C'est ça qui m'a donné un peu l'élan pour commencer les vidéos. Donc c'est à l'automne 2024 que j'ai commencé à poster des vidéos, même si j'étais en alternance dans un service financier. J'ai fait une alternance en transaction services. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec la finance, le transaction services, c'est le conseil en transactions financières. C'est-à-dire que demain, tu as quelqu'un qui veut faire une opération M&A. C'est nous, les analystes, qui allons préparer toute la data financière pour permettre d'évaluer cette entreprise. Voilà, pas eu tant de missions que ça. C'était un peu la crise économique, la crise au mec, et j'étais très focus sur mon spectacle. Donc, voilà, j'étais pas non plus l'alternante la plus formée. C'était la faute de personne finalement. C'est juste que voilà, j'ai pas pu faire beaucoup de missions. Genre, j'avais pas de mission chaque mois, hein. J'avais une mission tous les 2 mois, ce qui m'a permis de me reposer un peu à côté de tout. Parce que le soir, j'ai du stand-up, la journée, je suis en TT. Et j'étais toujours prof le week-end aussi. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question pourquoi je voulais faire de la finance et je faisais quoi en finance, mais c'était ça quoi. Eh ben, une blague qui porte sur le spectacle. Dis-moi, est-ce que tu fais le rodage des mêmes blagues ou on peut revenir d'ici 2-3 semaines? Alors, c'est une question de Soukaina qui boit un matcha en photo de profil, d'ailleurs très joli. Je fais à peu près le même spectacle chaque fois, parce que l'idée c'est quand même de le bosser, donc si je fais à chaque fois un truc différent, bah, j'évolue pas. Mais il y a toujours de la différence déjà, parce que je fais de l'impro dans mes spectacles, donc à chaque fois qu'il y a un public différent, il y a un morceau du spectacle qui est différent. Et aussi, j'ai qu'1 heure. En 1 heure, j'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai écrit, donc je coupe. Parfois, je vais faire un segment, parfois non. Donc ça change à chaque fois et l'idée c'est de venir, si vous avez kiffé, de revenir 3 mois, 6 mois après pour voir une vraie diff. Une autre question qui revient beaucoup, c'est comment tu réussis à incarner autant de personnages? Alors, moi, depuis que je suis gamine, je kiffe les imitations. Genre c'est le truc, je pense, qui m'a permis de sociabiliser toute ma vie, c'est d'observer les gens, de les imiter un peu vraiment obsessionnellement, mais c'est ce que je kiffe faire. Et j'ai toujours adoré raconter des histoires en imitant les personnages. Donc en fait, quand j'ai commencé le stand-up, c'était évident que j'allais faire du perso. Et je savais pas trop comment organiser un spectacle avec des personnages. Je suis arrivée à un moment où c'était vu comme ringard un peu dans le stand-up. Du coup, fallait trouver un moyen de l'incarner, de bien l'intégrer dans mes textes. Et j'ai trouvé comment le faire et franchement, ça marche super bien. Et je pense que ça apporte aussi un peu de fraîcheur dans ce milieu où il y a souvent des trends. Il y a une trend de l'impro, il y a une trend du one-liner, donc blague sur blague sur blague. Il y a des trends du storytelling. Et moi, je suis dans une vibe un peu personnage, storytelling, stand-up. Voilà. Et pour ce qui est du coup de la question de comment je fais, en vrai, il n'y a pas d'explication. J'ai pas fait de cours de théâtre, j'ai pas suivi de formation pour apprendre à imiter. J'ai juste, je pense, une bonne oreille et beaucoup d'amour et de curiosité pour les humains. Voilà. En vrai, il faut vraiment observer les gens pour pouvoir les imiter. Et moi, j'adore. Je pose énormément de questions quand je rencontre les gens. Je pense que si des gens m'ont déjà vu dans la vraie vie, vous savez que je suis curieuse comme jamais. Limite, c'est gênant. J'observe les gens, je les questionne. Et je les imite après, quoi. Mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect, hein, toujours. Une autre question qui est revenue, c'est quand est-ce qu'on te voit à la télé ou au cinéma? Alors, moi, ça n'a jamais été mon rêve d'être sur le grand écran. C'est un truc que je kifferais faire pour le fun. Mais je pense que je serais plus du style à réaliser ou écrire un film pour raconter une histoire. Incarner, c'est trop bien. J'adore le faire à l'occasion de mes spectacles. Je sais que je joue prochainement dans un film. Je peux pas en dire plus. Ça va être gaulerie, hein. Ça va être très drôle et j'espère que je vais kiffer. Comme ça, peut-être que je ferai d'autres tournages. Alors, une question qui est revenue, c'est comment tu gagnes ta vie maintenant que tu n'as plus de travail? Alors, techniquement, j'ai un travail, je suis comédienne, mais c'est vrai que c'est pas ce qui me fait vivre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un chômage, donc ça aide un peu. J'habite chez mes parents, ce qui fait que j'ai pas de loyer. Donc, voilà, assez privilégiée, ce qui fait que j'ai pu prendre cette décision. En revanche, j'espère pouvoir gagner ma vie avec ça très prochainement. L'année prochaine, je serai intermittente du spectacle, ce qui fait qu'en fait, j'aurai une sorte de chômage de l'industrie du spectacle vivant. Je sais pas si c'est comme ça qu'on l'explique, mais je ferai une vidéo dédiée encore une fois sur l'argent, parce que moi j'ai aucun tabou avec le bif. J'aime bien en parler, ça inspire, ça déconstruit aussi certaines idées reçues. Et je pense que j'en ferai un épisode spécifique. Voilà, restez branchés, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne voulez pas rater la vidéo sur la money. Et pour ce qui est de combien je gagne chaque mois, un SMIC. Voilà, un SMIC au global. C'est-à-dire avec stand-up et mon chômage.
Une autre question qu'on m'a beaucoup posée, pas qu'en message, mais aussi dans la vraie vie, pourquoi je ne fais pas de collab Insta ou TikTok? Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur Insta, je n'ai jamais fait de collaboration rémunérée. J'ai reçu beaucoup de gifting, certes, mais je n'ai jamais fait de publicité pour un produit en étant rémunérée pour ça, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas mon métier à la base et qu'il n'y a pas eu de projet assez intéressant et assez bien rémunéré pour que je me prête à l'exercice. Mais pour ce qui est du milieu de l'influence, j'ai trop de trucs à dire. Franchement, j'ai trop de trucs à dire. Je fais pas de collab parce que moi je veux pas. Je fais des collabs. Je fais pas de collab parce que les marques aussi, je pense, ont des biais. Et quand on voit une femme maghrébine humoriste qui utilise des filtres, forcément, c'est pas vendeur. Et ce qui est, je pense, un peu con, parce que j'ai un public qui a clairement beaucoup de pouvoir d'achat, qui est aussi très propice à consommer. J'ai la plupart de mes abonnés et de mes viewers qui ont entre 24 et 35 ans. Donc, a priori, cadre dynamique sans enfants. Mais voilà, les marques ont encore quelques idées reçues et je pense sont un peu arriérées sur pas mal de sujets. Si j'étais un homme blanc, je pense que j'aurais plein de collabs parce que j'ai plein de collègues hommes blancs qui font des vidéos drôles comme moi, qui ont le même nombre d'abonnés et qui font des collabs plusieurs fois par mois. Donc voilà, je suis pas en train de dire que c'est parce que je suis une meuf et que je suis rebeu qu'il n'y a pas, mais posez-vous la question, les gars. Je pense que ça, j'en ferai tout un sujet, encore une fois, j'ai trop de trucs à dire là-dessus. Vraiment, les inégalités des chances dans ce milieu, elles sont plus grandes que tout ce que j'ai connu avant. Pourtant, je viens d'un milieu élitiste, j'ai fait un des meilleurs lycées de Paris, j'ai été à l'université, j'ai été en école de commerce, j'ai été en finance. Voilà, j'ai côtoyé les milieux élitistes, mais rarement je me suis pris des claques comme dans ce milieu. Une autre question qui revient, c'est quelles sont mes inspirations? Alors, comme tout Marocain qui se respecte, j'ai grandi en regardant les CD de Gad Elmaleh, qui pour moi est une des personnes qui m'a le plus fait rire dans ma vie. Donc je sais pas si c'est une inspiration, mais c'est quelqu'un qui a déteint sur moi, d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que j'ai su que j'étais drôle. Quand j'étais gamine, j'imitais les sketchs de Gad Elmaleh et mes parents enregistraient et étaient en mode waouh, elle doit faire de la comédie. Donc je sais pas si c'est une inspiration, mais disons que c'est quand même un modèle de réussite en humour pour une jeune fille issue d'une famille marocaine. En revanche, pour ce qui est de mes inspirations, je dirais qu'elles sont très très variées. Je suis inspirée autant par des phénomènes viraux que par des personnalités connues, que par des gens de la vraie vie. Donc mes inspi, elles sont hyper versatiles. Je pense que ce qui m'inspire, c'est la singularité. C'est genre voir des gens qui sortent de ce qu'on connaît et réussir à intégrer ces particularités dans des personnages. Donc j'aime bien classifier un peu les gens, même si ça se fait pas trop. Pas pour mettre les gens dans des cases, hein, pas du tout, mais pour faire sortir un peu des gros traits. Voilà. C'est pour ça que j'ai des personnages comme les Kilimini, comme la prof d'espagnol. Enfin voilà, je récupère un peu de clichés et j'en fais un personnage vivant, attachant et complexe aussi. Une de mes grosses inspirations aussi, c'est la culture. En général, les cultures étrangères, la culture, la nourriture. C'est des trucs qui reviennent souvent dans mes vidéos, notamment avec les côtelettes. Et j'adore parler de bouffe. J'adore analyser les différences culturelles. Moi, j'ai de la chance, je parle plusieurs langues. Donc, ça m'aide aussi à comprendre pas mal d'aspects sociologiques, de plein de communautés de cultures, notamment en France. C'est pour ça que j'ai des vidéos où je parle tamoul, c'est pour ça qu'il y a des vidéos où je parle arabe, il y a des vidéos où je parle anglais, espagnol. Et tout ça, c'est né d'une curiosité, d'un amour pour la langue et pour les cultures. Donc, c'est des choses qui m'inspirent énormément. J'ai eu la chance aussi de beaucoup voyager. Ça, une grande chance. J'ai vécu quelques mois en Haïti, j'ai également voyagé en Afrique, en Inde, au Sri Lanka, aux États-Unis. Enfin voilà, j'ai vécu en Espagne aussi. Donc tout ça, c'est des expériences qui m'inspirent et qui justement construisent petit à petit mon art. J'ai pas réussi à retrouver toutes les questions, mais j'aimerais bien finir avec une question. Où est-ce que tu te vois dans... Je savais que t'allais dire ça. Alors, en vrai, on peut y répondre. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Alors, dans 10 ans déjà, j'espère avoir réussi à vivre bien gracieusement de mon travail. J'espère avoir un revenu au moins équivalent à ce que j'aurais fait en finance. Deuxième chose, je m'imagine mariée avec des enfants, Inch'Allah. Voilà. Donc, ayant construit une famille en parallèle de mon travail, ça c'est vraiment quelque chose, j'imagine, et c'est une des raisons aussi pour laquelle je fais ce métier, c'est pour cette liberté. En fait, en tant qu'artiste, on a
entre guillemets le choix de choisir quand on travaille. Moi je travaille la nuit par exemple, mais la journée ça me permettrait de prendre soin de ma famille, de m'organiser, prendre soin de moi. L'idée c'est d'avoir un spectacle au moins dont je suis fière et ensuite d'être sur le deuxième ou peut-être le troisième d'ici là. En vrai 10 ans c'est long. Donc voilà les aspirations, être en bonne santé, toujours aussi drôle et avoir toujours des choses à raconter. Je pense que c'est comme ça que je me vois dans 10 ans. Voilà, je pense que la vidéo elle est assez longue comme ça, donc on va terminer. Et puis je pense pas que j'ai 20 000 autres questions auxquelles je pourrais répondre. Enfin si, mais voilà. On va pas non plus vous tunnel comme ça sur YouTube. C'était ma première vidéo YouTube. Ça s'est fait très naturellement. Là, je suis à jeun, full ramadan. La salive se fait rare. Donc, j'arrête la vidéo, mais je reviendrai avec des sujets, avec des formats un peu plus focus. Un peu façon podcast solo, comme ça, où je parle. Je donne des exemples de ma vie et j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. La chaîne, elle est toute nouvelle. J'essaye de poster des shorts aussi régulièrement pour montrer un peu mon humour. Et j'essaye aussi de filmer les coulisses de mon quotidien. Donc, je posterai des vlogs très prochainement. Et voilà, je pense qu'on est bon, hein. Hop.